On termine votre émission Smart Tech du jour avec Olivier Lorelli qui nous a rejoint en plateau et votre rendez-vous crypto. Alors Olivier, vous étiez d'abord hacker puis consultant en cybersécurité, fondateur du site d'actualité reflet.io et vous travaillez aujourd'hui pour une coopérative d'experts des logiciels libres qui s'appelle Berstech. C'est bien prononcé? C'est bien ça. Super. Et vous êtes connu, je le précise, pour ceux qui vous reconnaîtront sous le nom de Bluetooth. Voilà, par votre communauté. Alors aujourd'hui, vous êtes venu de nous parler d'un sujet sérieux, celui des cryptos et des initiatives crypto pour l'Ukraine. Alors comment les communautés de crypto-monnaies sont venues en aide à l'Ukraine ces derniers jours? Alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre que les cryptoactifs sont souvent vus comme une arme anti-inflation. Donc, ça résonne pas mal en temps de guerre, en principe. On a eu une première initiative qui a été très naturellement de faire des dons à l'Ukraine, donc sous forme de crypto-monnaie. Il y a des sommes assez considérables. On parle quand même de 100 millions d'euros qui ont été débloqués pour l'Ukraine. L'Ukraine s'est dotée également en fait, d'une loi crypto-friendly, on va dire, qui encadre un petit peu l'usage des cryptos dans le pays. Et on a eu également un NFT, par exemple, qui a été vendu, donc c'est un drapeau de l'Ukraine sous forme de token non fongible qui a été vendu aussi 6 millions d'euros. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez considérable. Et on a vu également l'Ukraine se doter d'une réglementation qui est vraiment complètement crypto-friendly. Donc il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de l'Ukraine sur les cryptos et pas que. Donc là, on sait qu'il y a le cadre légal qui est installé, qui va donc permettre d'aller plus loin. Alors on cherche à étendre les sanctions internationales aux crypto-actifs aujourd'hui. Est-ce que c'est réaliste par rapport à cette situation-là? Alors c'est réaliste, mais il y a quand même certaines limites. On a vu Bruno Le Maire, par exemple, expliquer que les sanctions seraient directement applicables également sur les cryptos. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. On va pouvoir demander à ce qu'on appelle des points d'exchange, donc qui sont des points centralisés sur lesquels on va échanger nos monnaies fiat contre des crypto-monnaies, de limiter les gens qui viennent de Russie, les échanges de personnes russes avec la Russie. Okay. Là, on voit tout de suite la limite, c'est qu'on parle quand même d'un réseau qui est très très décentralisé. On peut très très bien échanger donc en peer-to-peer, de particulier à particulier, et là c'est déjà beaucoup plus difficile à réglementer. En outre, il y avait déjà un mécanisme en France, et je présume dans d'autres pays, où on avait des listes noires, des listes grises, donc quelque part c'est une sorte d'effet d'annonce un petit peu Web 3.0, mais ça va pas bien plus loin si vous voulez. En réalité, est-ce que là, on a vu qu'on crée un cadre favorable en Ukraine pour permettre ces échanges de crypto-monnaies qui vont aussi permettre d'apporter des fonds pour aider la population là-bas. On limite en essai, on comprend en Russie. Est-ce que l'Europe en profite pour poser un cadre légal, pour poser une réglementation sur ce sujet? Alors oui, là on est en plein dedans. Il y a eu une grosse frayeur la semaine passée parce qu'il y a un règlement qui s'appelle MiCA qui vise justement à réguler un petit peu tout ce qui est cryptoactif en Europe. Donc MiCA s'est vu réintroduire un article qu'on ne souhaitait pas voir dedans. Donc cet article en fait ciblait particulièrement ce qu'on appelle le proof of work, donc la preuve de travail qui est considérée comme assez énergivore. Mais bon, finalement, l'article n'a pas été adopté parce que ça revenait un petit peu à tuer le Bitcoin et tuer certains cryptoactifs qui étaient basés sur ce proof of work. On a des alternatives. Il y a ce qu'on appelle le proof of stake, donc qui est une différente forme de consensus qui sert également à sécuriser le réseau et à sécuriser les échanges en règle générale. Donc on a une porte ouverte là-dessus, mais voilà, c'est toujours un petit peu long, un petit peu pénible. Personne ne souhaite cette régulation d'un côté, mais tout le monde l'appelle parce que quelque part ça consacrerait l'usage des cryptoactifs en Europe. Christine Lagarde, de son côté, souhaite également booster un petit peu, accélérer du moins l'adoption d'un euro, la création même d'un euro numérique. Et c'est assez rigolo parce que là on tombe justement un petit peu en parallèle des sanctions qu'on avait eues avec le SWIFT avec la Russie. Donc il faut comprendre encore une fois que SWIFT est un réseau qui est assez vieillissant, ça date de la fin des années 70, on commence à craindre des attaques informatiques dessus, et on est à l'heure de la finance décentralisée aujourd'hui. Donc vous avez des entreprises qui sont tout à fait capables de poser une solution technique et de dire voilà, ceci va remplacer SWIFT et ça va fonctionner de cette manière et ça va supprimer pas mal de problèmes, comme les délais déjà, les frais de transaction qui peuvent être très onéreux sur SWIFT. Là, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc voilà, c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place et en fait, essayer de ralentir quelque part, c'est
peut-être mener un combat d'arrière-garde. Oui, alors on a encore un peu de temps, je vous garde avec moi Olivier Lorelli. J'ai rappelé que vous aviez toute une communauté derrière vous. Ce mouvement crypto, est-ce qu'il a pris de l'ampleur? Est-ce que, maintenant qu'on sait qu'il y a un cadre légal en Ukraine, est-ce que vous voyez, vous, autour de vous, un mouvement qui s'intensifie vers l'achat d'NFT pour l'Ukraine? Enfin voilà. Alors, oui, il y a eu cette mode, effectivement, principalement l'été dernier sur les NFT, et qui a bénéficié à l'Ukraine, donc c'est quelque chose qui est très très bien. Si vous voulez, les cryptoactifs, en règle générale, aujourd'hui, ça fait partie du paysage, que ce soit pour les particuliers ou pour les institutionnels. Donc, c'est plus qu'un mouvement, c'est pas une communauté de hackers, de hippies et tout ça, aujourd'hui. Quand on parle de finances décentralisées, on parle d'institutions bancaires, on parle de gens tout à fait respectables. Quand je dis mouvement, je fais plutôt référence à une certaine volonté d'utiliser ces outils pour apporter de l'aide à l'Ukraine. Alors oui, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. À partir du moment où vous avez, par exemple, des billets, les billets, si vous les envoyez par la poste, ça va prendre un certain temps, ça va être assez compliqué. Là, avec une transaction électronique, vous êtes en mesure de migrer des fonds de manière palpable, physique, quasiment. Même si ce n'est pas physique, c'est au moins utilisable tout de suite. Donc l'Ukraine l'a très bien compris, ils sont dotés d'un wallet, donc d'un porte-monnaie électronique pour l'Ukraine, et c'est ce qui a permis notamment de collecter tous ces dons. Et si on va de l'autre côté, on a parlé de sanctionner la Russie par les crypto-actifs. Est-ce que finalement, les crypto-actifs, c'est pas aussi un avantage dont on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle quand on est face à un pays en conflit? Alors, je vais vous faire une confidence. Dans les prochains Panama Papers, vous n'allez pas retrouver de Bitcoin. D'accord. Voilà. Très concrètement, là aujourd'hui, on a bien vu que certains oligarques effectivement avaient réussi à fuir vers Dubaï, qui est connu comme étant l'un des paradis de la crypto avec Malte. Mais si vous voulez, les cryptos, c'est pas le fond du problème. Ils n'ont pas déménagé leurs cryptos. Je pense qu'ils avaient des actifs dans les banques. Il y a eu un certain lag en plus entre le moment où les sanctions ont été annoncées et le moment où elles ont été appliquées. Donc la plus palpable, enfin, pour la Russie en règle générale, c'est cette exclusion du SWIFT. Mais encore une fois, le SWIFT, c'est un vieux truc. Hein. On n'en est plus à ça. Donc non, les cryptoactifs, on s'est peut-être attendu un moment quand même à voir déferler des milliards de la smart money russe, tout ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est vraiment pas passé comme ça. Et donc encore une fois, non, on va pas retrouver. Donc vecteur d'initiative positive pour le moment. Tout à fait, oui. Surtout parce que c'est un moyen sécurisé de transmettre aussi des fonds. Merci beaucoup, Olivier Lorelli, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smartech. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et cofondateur de Reflet.info. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ces débats très riches, d'abord sur la transition digitale de la publicité, sur les cryptos en Ukraine et aussi sur ce procédé révolutionnaire qui pourrait changer la conception de nos propres smartphones. On se retrouve dès demain avec Delphine Sabatier, qu'on sera très très heureux de retrouver exceptionnellement demain. En attendant, vous pouvez revoir votre émission sur bismart.fr ou la réécouter sur toutes les plateformes de podcast. À demain.